Bonjour et bienvenue dans le podcast des bibliothèques, un podcast dédié à la célébration des 20 ans de la bibliothèque de l'Alcazar. En effet, le 14 novembre 2004 était inaugurée la plus grande bibliothèque municipale de France, un lieu culturel unique et une histoire riche en rebondissements. Théâtre en 1857, décoré en fantaisie mauresque par son propriétaire, Étienne de Moulins, en référence à l'Alhambra de Grenade en Andalousie. Victime d'un incendie en 1873, salle de cinéma en 1931, l'Alcazar connut son plus grand succès en décembre 1949 et l'arrivée à la direction de Robert Trébor pour que la salle redevienne un music-hall à part entière. Concurrencée par la télévision à la fin des années 1950, la salle connaît une première faillite en 1964 avant de fermer définitivement ses portes en août 1966 et d'être rachetée par un marchand de meubles, n'offrant au public que les restes d'une enseigne décrépite, une marquise de type Art Nouveau. Il y a 20 ans, l'Alcazar renaissait de ses cendres dans l'écrin du quartier Belzunce, classé zone de protection architecturale et urbain. 20 ans d'existence déjà, un bel âge que nous allons célébrer par une série de podcasts mettant en lumière l'Alcazar, ses collections et le quartier de Belzunce. Aujourd'hui, nous allons donc mettre en lumière le département des fonds patrimoniaux avec Soisic et Victor. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Stéphane. Pouvez-vous nous résumer en quelques mots ce département et la richesse de ses collections ? Alors, le département des fonds rares et précieux conserve les livres originels de la bibliothèque, c'est-à-dire des livres qui ont été confisqués à la Révolution. Donc, la première bibliothèque a ouvert ses portes en 1799 et elle comportait à peu près 27 000 volumes. Aujourd'hui, on en a près de 250 000, donc au fil des âges et du temps, nos collections se sont enrichies énormément. On gère des collections qui sont variées, qui vont du XIe siècle jusqu'à l'époque contemporaine. C'est vrai qu'on imagine souvent des vieux grimoires, mais en fait, la réalité est tout autre. Nos collections, c'est non seulement des manuscrits médiévaux, certains qui sont enluminés, mais on a aussi des incunables, donc c'est les premiers livres imprimés entre 1450 et 1500, et aussi des livres imprimés qui appartiennent aux fonds anciens, c'est-à-dire des fonds antérieurs au XXe siècle. On a aussi une large collection de périodiques, donc des périodiques qui sont régionaux ou nationaux et qui remontent pour certains jusqu'au XVIIIe siècle. Et à tout ça, on peut aussi parler du fonds de la Société de géographie de Marseille et des fonds contemporains qu'on divise en 3 ensembles remarquables. On a la bibliophilie contemporaine, les fonds littéraires méditerranéens et on a aussi un fonds de conservation de bande dessinée. Ah oui, au vu de ce que tu nous dis, en effet, nous sommes dans le cœur du patrimoine universel. Hein. Un fonds singulier m'a particulièrement marqué. C'est ce fonds de bande dessinée, justement. Est-il unique en son genre ? Il faut savoir que le fonds BD a été constitué à partir du CEDOCI, le Centre de documentation et de l'image, en 1979, autour de la BD ancienne et contemporaine. Et en 1984, une convention a été signée avec la BNF, la Bibliothèque nationale de France. À partir de là, la Bibliothèque de Marseille se voit affecter un exemplaire de chaque monographie et de chaque périodique de BD paru en France, et ce au titre du dépôt légal imprimeur. Donc c'est une convention qui a duré avec la BNF jusqu'en 2006, et depuis, de nombreuses autres acquisitions sont venues compléter ce fonds BD. Aujourd'hui, on estime à peu près 40 000 documents qui se trouvent dans ce fonds uniquement dédié à la bande dessinée. Merci pour ce panorama. Mais les fonds recèlent encore de trésors littéraires avec les fonds littéraires méditerranéens. C'est exact, Stéphane. La BMVR possède en effet une collection dédiée au FLM, donc ce qu'on appelle ces fameux fonds littéraires méditerranéens. C'est au début des années 1980 que la création d'un fonds destiné aux collections littéraires du bassin méditerranéen voit le jour, et ce grâce à l'impulsion de 3 personnes, donc le maire de l'époque de Marseille, Gaston Defferre, et les 2 écrivains Edmond de Charleroux et Jules Roy. La crainte de voir tous ces documents exceptionnels disparaître dans la nature s'estompe dès 1984 grâce à la création officielle de ce fonds d'archives dédié aux auteurs méditerranéens. Il y a des collections en particulier de ce fait ? Parmi toutes ces collections, c'est vrai qu'on a la chance de posséder la bibliothèque intégrale de Jean Ballard, qui est riche de plus de 13 000 ouvrages. Donc, il faut savoir que Ballard a été le directeur de la fameuse revue littéraire des Cahiers du Sud pendant plus de 50 ans, donc depuis la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'en 1966. Donc, les Cahiers ont été le pendant marseillais de la NRF, la nouvelle revue française qui était installée à Paris.
Et dans cette revue des Cahiers du Sud, des écrivains majeurs ont publié des articles, des critiques littéraires, des essais sur la littérature, l'actualité politique de leur époque, etc. etc. Et c'est Marcel, la veuve de Jean Ballard, qui a fait don à la ville de Marseille de la bibliothèque personnelle de feu son mari en 1976. Et on retrouve non seulement de la poésie étrangère, également des correspondances épistolaires avec les plus grands auteurs du siècle passé, des éditions originales, des livres introuvables, et encore plein d'autres merveilles. C'est vrai que le fonds d'auteur de Jean Ballard a fait de Marseille une capitale de l'esprit, avec une orientation éditoriale plutôt penchée vers la poésie, mais il y a également d'autres corpus. Et c'est vrai qu'après la création officielle des fonds littéraires méditerranéens en 1984, d'autres bibliothèques personnelles et correspondances littéraires sont venues compléter ces collections. Parmi deux exemples remarquables, il y a un fonds dédié à Jean Sénac, un grand poète franco-algérien qui a été un combattant inlassable du mouvement algérien anticolonialiste et de la cause homosexuelle. Et un autre exemple tout à fait remarquable, un fonds consacré à Emmanuel Hédou, donc un nom francisé bien sûr entre guillemets de Roger Heisinger, un poète juif marseillais qui durant toute sa carrière n'a cessé de promouvoir l'histoire et la culture juive en Provence. C'est vrai que comme tu le dis, vos collections sont tellement riches qu'il existe une grande variété de formats, notamment une collection d'ouvrages rares, des livres d'artistes, témoignages d'une production éditoriale particulière. On peut parler quasiment d'œuvres d'art. Tu peux nous en dire plus à ce sujet également ? C'est vrai que nous possédons également une très belle collection de livres d'artistes, aujourd'hui riche de plus de 1800 albums. Donc tous ces livres évoquent la Méditerranée, soit via le sujet directement autour de la Méditerranée, ou soit via l'origine de l'auteur ou de la maison d'édition qui sont ancrés dans le bassin méditerranéen. Donc les livres, bien sûr, sont remarquables tant par leur contenu que par leur forme. On a certains livres qui vont tenir dans la main et d'autres, au contraire, vont avoir besoin de plusieurs tables de salon pour pouvoir les installer, pour pouvoir les consulter. J'ai eu la chance de les voir, c'est saisissant en effet. Et ces fonds ont dû connaître de multiples chamboulements pour les déménagements, mais également pour leur conservation quotidienne. Faut-il des précautions particulières, voire exceptionnelles pour leur conservation soisique ? Oui, tout à fait. En fait, notre département a vocation de conservation de documents anciens. Et effectivement, le passage du temps et les multiples déménagements des fonds ont parfois laissé des traces sur les ouvrages. Donc l'équipe veille à ce que nos trésors des bibliothèques marseillaises soient conservés dans les meilleures conditions. Donc par exemple, la température et le taux d'humidité en magasin sont contrôlés quotidiennement. Et évidemment, on fait attention à ce que les documents soient manipulés avec grande précaution. On a également des objets qui font l'objet de campagnes de restauration pour permettre leur pérennité. On a aussi des campagnes de numérisation pour permettre de les consulter sans avoir à trop les manipuler. Donc on est vraiment au service du patrimoine. Au moment des expositions, c'est la même chose. On veille à faire attention aux préconisations climatiques et en termes de lumière. Il ne faut pas qu'il y ait trop de lumière parce que les papiers sont parfois assez fragiles. Donc tout ça, c'est vraiment une veille constante sur les collections. Oui, vous proposez également des visites assez régulièrement, notamment pour les Journées européennes du patrimoine, mais aussi tout le long de l'année ? Oui, parce que notre mission, au-delà de la conservation, on a aussi une mission de valorisation de nos collections. Donc effectivement, on organise des visites dans les magasins. Ça nous permet de montrer non seulement nos collections, mais aussi de montrer notre travail au quotidien. La valorisation, on la fait aussi, comme je disais, par le biais d'expositions. Donc chaque année, le Fonds Rares et Précieux propose des expositions dans l'Alcazar. Et on fait aussi une valorisation en ligne sur le portail de la BMVR. On a un petit onglet patrimoine sur lequel il y a pas mal d'informations qui sont rassemblées au sujet de nos collections. Et à peu près tous les 2 mois, on va proposer ce qu'on appelle des zooms patrimoine. Donc c'est une sorte d'article qui va plonger au cœur de nos collections. Ça nous permet de mettre en lumière des documents anciens, originaux ou en lien avec l'actualité. Et ça permet à nos usagers d'avoir un petit échantillon de nos trésors en ligne directement. D'ailleurs, dans ces zooms, je crois qu'on peut revoir aussi Jean Sénac et tout ce que tu as cité. Tout à fait, oui. Oui. C'est vrai que vous avez en main des livres qui ont franchi les âges, qui ont dompté les époques. Je pense aux Incunables, à des premières éditions prestigieuses. Y a-t-il une énergie particulière qui se dégage de ces lieux ? Oui, complètement. Quand on est sensible à l'histoire et au patrimoine, on est toujours émerveillé par nos collections, et notamment par les magasins qui sont une sorte de cave au trésor. Nos collections, c'est vraiment les témoins de notre histoire, de l'histoire de notre région, mais pas seulement. Et dans nos mains, on a des objets qui passent et qui, pour certains, remontent jusqu'au Moyen-Âge. Donc c'est assez exceptionnel d'avoir conservé de tels documents. Et ça, c'est le résultat du travail de personnes qui, avant nous, ont fait le même métier que nous et ont œuvré pour permettre à ces documents de traverser les temps. Donc aujourd'hui, c'est à notre tour de garantir à nos collections cet avenir en veillant sur elles. Donc vraiment, garantir leur avenir, c'est
faire en sorte qu'elles soient bien conservées, mais c'est aussi faire en sorte qu'elles ne tombent pas dans l'oubli, d'où les expositions, d'où les articles, et d'où le fait que tous nos documents, sauf exception vraiment très très rare, sont consultables sur place dans notre salle de consultation. Oui, ce qui est frappant, c'est qu'il y a un travail de transmission assez incroyable. Du coup, faites-vous de nouvelles acquisitions contemporaines pour laisser une trace de notre époque dans le temps? Oui, le service a un budget qui permet d'acquérir de nombreux ouvrages exceptionnels. On a un fonds destiné à l'acquisition de livres d'artistes et un autre fonds dédié à l'achat de livres présents directement en salle patrimoine et à la consultation libre des lecteurs au 3e étage de la bibliothèque. Par exemple, j'ai fait récemment l'acquisition d'un livre assez amusant à lire, Les Miscellanées du bouquineur, 150 curiosités du livre, de l'écriture et de la bibliothèque. Donc cet ouvrage, parmi tant d'autres, se trouve directement en salle patrimoine au 3e étage de la bibliothèque. Et c'est un livre assez amusant à lire parce qu'il propose un voyage à travers le livre, ses différents records, les endroits les plus insolites où lire, les bibliothèques les plus originales à travers le monde. On peut retrouver de nombreux autres trésors en salle. Oui, on peut dire que c'est des pépites. Hein. Du coup, pour toi, y a-t-il un trésor du patrimoine, une pépite donc, qui t'a particulièrement marqué? C'est vrai que beaucoup de livres ont marqué depuis mon arrivée dans ce service. Par exemple, parmi toutes ces merveilles, je pense à l'un des tout premiers albums photographiques publiés en 1852, donc vraiment au tout début de la photographie. C'est un récit de voyage entrepris par Maxime Ducamp au Proche-Orient. Donc le titre de ce livre, Égypte, Nubie, Palestine et Syrie, dessins photographiques recueillis pendant les années 1849, 1850 et 1851. Il possède plus de 125 photos grand format en noir et blanc. Et ce qui est frappant dans ce livre, c'est qu'on découvre vraiment des monuments emblématiques encore ensevelis dans leur vie quotidienne, comme le temple d'Abou Simbel ou les fameuses pyramides de Gizeh en Égypte, la mosquée du Dôme du Rocher à Jérusalem et de nombreux autres sites incontournables que tout le monde connaît au Proche-Orient. Parmi toutes ces autres merveilles, il y a également l'incunable 25 et sa reliure luxueuse. Donc, comme Soisic l'a rappelé tout à l'heure, un incunable désigne les premiers livres occidentaux imprimés depuis la Bible de Gutenberg vers 1450-1455 jusqu'au 31 décembre 1500, qui a été une date choisie de façon arbitraire. Cet incunable 25 a appartenu à un bibliomane français, Jean Grolière. Et ce monsieur Grolière possédait une bibliothèque riche de plus de 3000 volumes. Et ce qui fait la particularité de cette bibliothèque, c'est que chacun de ces volumes était doté d'une reliure luxueuse. Donc on parlait de reliure à la Grolier. Il avait des exigences précises, donc des gardes de parchemin, des tranches dorées. Et ce qui fait la particularité de cet ouvrage, de cet incunable, c'est la reliure qui est en veau fauve, avec un motif d'entrelacs et de filets géométriques dorés. Ils sont tous rehaussés de cire noire. Donc c'est vrai que c'est un véritable plaisir visuel. Oui, ça mêlé à la calligraphie aussi. Exactement, ouais. On a également parmi nos collections de livres d'artistes un livre remarquable, Gardeur de troupeaux, acquis récemment en 2020. Ce sont des poèmes du grand auteur portugais du siècle dernier, Fernando Pessoa. Tous ces poèmes sont illustrés à l'aquarelle par Gérard Tracandi, et tous ces dessins sont signés directement par l'aquarelliste. Et ce qui est assez frappant, c'est cette palette de couleurs qui reflète la mélancolie, le style très épuré et très délicat de l'œuvre de Pessoa. De mémoire, je pense qu'ils étaient venus à l'Alcazar, non? Ils avaient fait Exactement, oui. Donc, je pense qu'on peut le retrouver sur la chaîne YouTube. C'est ça. On mettra le lien en bas du... Et enfin, j'aimerais évoquer une pièce qui me tient à cœur, qui est présente dans la fameuse bibliothèque personnelle de Jean Ballard, dont on a parlé tout à l'heure. Il s'agit de l'édition originale d'une œuvre majeure de la grande exploratrice et aventurière française Alexandra David-Nel. Donc, le titre de cet ouvrage, Les Initiations lamaïques, date de 1930, soit 6 ans seulement après que David-Nel soit devenu la première personne occidentale à atteindre Lhasa, la capitale du Tibet. Et à cette époque, le Tibet était encore interdit aux étrangers, entre guillemets. Et l'ouvrage de David-Nel possède 36 gravures et une description rigoureuse du Tibet de son époque, et ce sans jamais tomber dans le piège de l'exotisme qu'on peut retrouver dans d'autres ouvrages de cette époque. Et ce qui est assez marquant, c'est aussi cet ouvrage montre la féminisation lente mais progressive des collections patrimoniales et des fonds littéraires méditerranéens. Vraiment des fonds super intéressants. Ouais. Du coup, pour la célébration des 20 ans, vous nous concoctez quelque chose de particulier? Pour les 20 ans, le service va proposer des visites des magasins tous les samedis. Normalement, il devrait y avoir des visites organisées dans nos magasins de conservation. Ce ne sera jamais la même visite. On va chacun proposer, selon nos sensibilités, des documents à présenter. D'accord. Écoutez, merci pour ce tour d'horizon de ce département si singulier. Donc n'oubliez pas que vous pouvez retrouver ces fonds sur l'onglet patrimoine de notre site internet. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Stéphane.